Au sud du Liban, c'est l'heure de la vérité. L'invasion israélienne a donc débuté, limitée comme ils disent toujours, mais elle pourrait être plus importante puisque la France, par précaution, envoie un navire visant potentiellement à évacuer ses ressortissants du Liban. Et les Américains aussi ne sont pas si dupes. À défaut de pouvoir imposer des limites à Israël, ils finissent par accepter ce qui paraît être inacceptable. Et on voit bien que l'ambassadeur israélien à Washington dicte désormais la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient. Il va même jusqu'à indiquer que, je cite à ce niveau-là le communiqué, les USA comprennent les objectifs de l'opération israélienne et n'imposent aucune limite de temps. Ce qui amène à se poser plusieurs questions. Va-t-on vers une création d'une zone de sécurité pour les années à venir? Va-t-on jusqu'à Beyrouth même? Évidemment, tout est dans la dialectique. On parlait au début de situation spéciale en Israël, pour ne pas dire guerre. Aujourd'hui, on parle de manœuvre terrestre, pour ne pas dire opération terrestre, parce que, au-delà des mots, cette dialectique réelle rappelle de douloureux souvenirs. Si cela ne vous rappelle rien, cela nous rappelle 82, 2006, les évacuations via le port de Beyrouth et au loin les bombes israéliennes qui pleuvaient sur la banlieue sud de Beyrouth. Et si la France et les États-Unis ne croient pas à cette limite que s'impose Israël, c'est avant tout parce que cet État a franchi toutes les limites les unes après les autres. Depuis 2006, il est le premier notamment à avoir violé la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU qu'il prétend aujourd'hui vouloir imposer par la force, puisque dès le jour de l'entrée en vigueur de cette résolution, il a violé l'espace aérien libanais. Et au fil des années, ces violations ont ramené, en fin de compte, le Hezbollah vers les frontières, ou plutôt vers la ligne de démarcation entre Israël et le Liban. Et en parlant du sud et du sud Liban, c'est effectivement aujourd'hui l'heure de vérité. Il y a les premières confrontations entre Israéliens et combattants du Hezbollah. Pour le moment, on n'a pas de bilan officiel. Mais de part et d'autre, on dit s'éliminer mutuellement et il y a des chiffres mirobolants. Quant à l'armée libanaise, elle a évacué ses positions le long de la ligne bleue et la FINUL, elle est cloîtrée dans ses bases. Et la question maintenant est de savoir si le Hezbollah résiste aux assauts israéliens, ceux-ci ne pourront pas établir de zone de sécurité dans un sud vidé de sa population, ni aller vers Beyrouth aussi. Il s'en sortira donc vainqueur, le Hezbollah, au même titre qu'en 2006, avec une sorte de victoire à la Pyrrhus, et il pourra encore plus s'imposer au Liban. S'il ne résiste pas, le Liban, de facto, sera occupé par une force étrangère, Israël, qui pourra imposer sa politique au Liban. Et donc, on a, entre guillemets, ces deux choix qui s'imposent à nous. Deux choix qui sont tout autant difficiles pour beaucoup de Libanais. Et ces deux choix s'imposent à nous parce que la communauté internationale, en fin de compte, est impuissante. Et on commence même à douter que les élections aux États-Unis pourraient changer quelque chose, parce qu'il était attendu que Netanyahou tombe après les élections en cas de victoire de Kamala Harris. L'assassinat de Hassan Nasrallah l'auréole aujourd'hui d'un prestige inégalé aux yeux de la population israélienne. De facto, il semble très difficile qu'il puisse partir et de facto aussi, il est plus que probable que sa politique visant au final l'Iran soit remise en cause, que cela soit en interne ou à l'étranger. Que dire aujourd'hui justement des lignes rouges dont il s'est affranchi depuis 2023? Il prétendait vouloir sauver les otages, mais il les enterre en fin de compte petit à petit au fur et à mesure que le temps passe. Netanyahou a même fait hier un aveu, celui de vouloir faire tomber le régime iranien pour apporter à ce pays la liberté. Ça rappelle la notion de liberté et de démocratie apportée à tous ces pays arabes par les Américains. Irak, plus que jamais affaibli, qui a fini par devoir s'aligner sur l'Iran. Euh, Libye aussi, Syrie avec Daesh. Cette expérience de la démocratie apportée par les États-Unis ou par Israël est assez étrange. En fait, ils veulent imposer des États fantoches qui n'existent plus, des failed states. Et on revient en fin de compte à 2006 et à ce plan du nouveau Moyen-Orient. Et au final, cela ne fait que confirmer l'objectif de la politique de Netanyahou depuis 25 ans, depuis même le début de sa carrière diplomatique, et notamment à l'ONU, celle de provoquer une guerre au final entre Iran et pays arabes.
ou Iran et USA. Une guerre pour les autres. Et ça, au Liban, on sait très bien de quoi on parle. À l'heure actuelle, on voit aussi que l'armée israélienne concentre en fin de compte ses efforts dans la partie sud du pays, un peu moins sur la Beka. Et toutefois, il continue à bombarder la banlieue sud de Beyrouth, puisqu'aux environs de minuit, durant la nuit, ils ont effectué plusieurs frappes. Et à noter aussi hier que l'armée israélienne a bombardé Ain al-Ats, au nord du Liban, Tcharé et Deir el-Ahmar, deux fiefs des forces libanaises. C'est un mouvement qui est opposé au Hezbollah pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, bavure, ont-ils confondu Ain al-Az avec Ain au sud Liban? Peut-être, on ne sait pas. Mais toujours est-il que concernant le bilan humain, on est bien au-delà de 2006. Le dernier bilan humain que j'ai vu faisait état pour le Liban de plus de 1600 morts, et c'était il y a quelques jours, à comparer à 1200 morts en 2006, en 34 jours. Et chaque jour aujourd'hui au Liban, on compte plus ou moins 100 morts. Donc chaque jour qu'il passe, le massacre continue.